Bonjour, Hugues Sibyl, je suis vice-président du Crédit Coopératif et je préside une agence de développement de l'économie sociale qui s'appelle Avise. C'est un centre de ressources qui gère des programmes pour le compte d'acteurs publics et privés. Par exemple, pour faire de l'accompagnement des associations, pour développer un programme sur les jeunes et l'économie sociale, pour favoriser l'accès au marché public ou à l'achat socialement responsable pour tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc nous gérons des programmes qui contribuent au développement de l'ESS. Je pense qu'en soi, c'est une petite révolution. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un ministre de l'économie sociale et solidaire qui est à Bercy, donc qui est vraiment au cœur de l'économie, et que cette loi est la première loi vraiment, disons, qui fait un peu le tour de l'économie sociale et solidaire. Il y a des lois qui concernent tel ou tel aspect sur l'insertion, sur les associations. Là, on a quand même une loi d'ensemble. Elle a le mérite d'avoir été travaillée avec les acteurs, notamment au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale. Donc tout le monde a pu dire ce qu'il voulait, faire ses propositions. Donc c'est pas une loi qui a été élaborée en chambre. Et c'est une loi qui va permettre d'avoir une visibilité de l'économie sociale et solidaire dans le pays qui fasse que un peu tous les acteurs, ça va des préfets d'un côté aux experts comptables de l'autre, voient qu'il y a une économie sociale et solidaire qui existe. Maintenant, ce que je dis régulièrement aussi, c'est qu'une loi ne crée pas d'entreprise, une loi ne crée pas d'activité, donc c'est aux acteurs économiques et de l'économie sociale et solidaire de se saisir de la loi. C'est pas la loi une loi ne fait pas du développement par elle-même. Donc une loi, c'est bien, et après, il faut transformer l'essai. Ce que je préconise d'abord, c'est le fait qu'on ne peut pas avoir une loi et ne pas avoir une administration qui pilote cette loi. Il faut voir la difficulté à l'heure actuelle du ministre Hamon. Il a un cabinet de 10 personnes pour à la fois la consommation et l'économie sociale. Il a 2 lois à préparer et pratiquement il n'a pas d'administration. Or, il y a tout un travail technique, juridique, fiscal qui est compliqué à faire. Et donc si on n'a pas d'administration, c'est compliqué. Donc il faut qu'il y ait une administration. Moi, je préconise que cette administration soit basée à Bercy parce que c'est là où est aujourd'hui la puissance administrative et l'économie. Mais ça peut être pas forcément une sous-direction, ça peut être une structure interministérielle simplement dont le ministère de rattachement est Bercy, de façon à pouvoir être en contact avec la direction du Trésor, avec la direction du budget, avec la direction de la législation fiscale, et donc ne pas être en dehors. C'est mauvais pour l'économie sociale d'être dans des ministères sociaux qui sont très loin des questions économiques. Les membres sont des membres qui sont donc choisis sur une liste par le gouvernement, donc qui représentent pour l'essentiel les grandes familles de l'économie sociale et solidaire, donc la famille associative, la famille coopérative, la famille mutualiste, les fondations, le mouvement des entrepreneurs sociaux, des parlementaires et des représentants des collectivités locales. Donc députés, sénateurs, représentants des régions de France, et puis un certain nombre de personnalités qualifiées qui ont de l'expertise sur l'économie sociale et solidaire. Ce Conseil supérieur s'est réuni de manière assez régulière et assez fréquente et le ministre l'a fait travailler, ce qui me semble être aussi positif. Il y a des groupes de travail qui fonctionnent. Donc, il y a une commission sur l'innovation sociale, il y a une commission sur la gouvernance, il y a une commission sur le développement économique, donc sur l'Europe. Et donc il y a un vrai travail qui a été fait depuis 1 an et demi dans le cadre de ce Conseil supérieur. Ça correspond à un travail qui était amorcé déjà depuis quelques temps. En fait, le principe serait, de ce que j'en connais aujourd'hui, de démarrer, donc d'abord, normalement, il doit être doté de 20 millions d'euros. Ça, ce sera une dotation gérée par la Banque publique d'investissement, mais c'est une dotation qui viendra de l'État. Ensuite, il y a l'idée de faire en sorte que cette dotation permette de lever de l'argent des conseils régionaux. Et donc, dans une première étape, qu'il y ait 5 ou 6 régions qui expérimentent le fonds d'innovation sociale en mettant de l'argent. Donc par exemple, je ne sais pas, pour 1 euro mis par la BPI, il y a 1 euro mis par la région et éventuellement 1 euro mis par le secteur privé ou d'autres acteurs. Ensuite,
il y a un travail qui est à faire, je pense qu'il est en train d'être fait, c'est de faire en sorte que les gens sur le terrain qui vont financer l'innovation sociale aient des indicateurs, des règles, parce que c'est pas si facile que ça quand vous voyez arriver un projet qui dit je suis innovant socialement, ah d'accord, mais comment je fais pour le mesurer ? Pour l'innovation technologique, il y a tout un travail qui a été fait qui permet à Oseo de dire oui, vous êtes innovant, vous avez droit à ça, non, vous n'êtes pas innovant pour telle raison. Donc là, il y a un travail qui est, je pense, en train d'être fait, qui permet d'analyser les dossiers et de spécifier si c'est socialement innovant ou pas. Et puis il y a enfin à regarder quelles seront les modalités financières. Donc pour ce qui est de l'innovation technologique, il y a deux principaux. Il y a soit de la subvention pure et simple, c'est-à-dire on vous donne de l'argent parce qu'on pense que vous en avez besoin pour faire de l'innovation, soit de l'avance remboursable. Donc on vous avance, mais vous devrez rembourser cette avance si vous mettez au point votre innovation. Si votre innovation finalement ne marche pas, vous n'êtes pas obligé de rembourser. À ma connaissance, la Banque publique d'investissement travaille sur ce système d'avance remboursable. Et donc on pourra avancer 30, 40, 50 000 euros à des innovateurs sociaux qui rembourseront si leur projet voit le jour. L'économie sociale et solidaire représente en France un peu plus de 10% du PNB. Il faut bien voir que ce chiffre, d'une part, peut varier selon les régions, c'est-à-dire qu'il y a des régions dans lesquelles c'est 12, 13, 14% et d'autres où c'est 6, 7, 8%, donc c'est une valeur moyenne. Ensuite, il faut bien avoir en tête que ce chiffre agrège l'ensemble des structures qui notamment ont des statuts juridiques d'économie sociale, c'est-à-dire coopératives mutuelles, associations et fondations. Donc quand je vous dis 10% du PNB, dedans il y a toutes les coopératives agricoles qui sont évidemment considérables. Il y a toutes les coopératives bancaires, donc le crédit mutuel, donc les banques coopératives, les banques populaires, qui, parce qu'ils ont des statuts coopératifs, sont dans ce champ-là. Mais ça représente quand même quelque chose de tout à fait important, puisque c'est un peu plus de 10%, et ça s'est développé toutes ces dernières années, notamment en matière d'emploi, où quand on regarde les chiffres de l'emploi privé, des entreprises de capitaux classiques et ceux de l'économie sociale, l'économie sociale a créé beaucoup d'emplois dans les 10 dernières années par rapport au secteur privé lucratif. Une entreprise sociale et solidaire, donc la loi va être au Sénat à partir de début novembre, distingue il y a deux articles. Le premier rappelle que sont dans l'économie sociale et solidaire les structures qui utilisent des statuts juridiques, associations, coopératives, mutuelles et fondations. Alors, à l'intérieur de ça, il y a plusieurs sous-familles, parce que les coopératives, il y a des coopératives de production, les SCOP, il y a des coopératives d'artisans, il y a des coopératives de consommateurs, il y a des coopératives bancaires. Bon. Et dans les mutuelles, il y a des mutuelles santé que vous connaissez, puisque pratiquement en France, tout le monde a une mutuelle santé, les mutuelles d'assurance comme la Massif, la Maïf, etc. Ça, de droit, tout cela appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Et puis, il y a des entreprises qui n'ont pas ces statuts-là, mais s'ils respectent un certain nombre de règles, sont considérés comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire. Ces règles, c'est notamment le fait que les excédents, les résultats sont pour une grande partie remis dans l'entreprise. Donc si on fait des résultats, on ne se partage pas tous les résultats, on les remet dans l'entreprise et qu'il y a une forme de gestion qui a une dimension, entre guillemets, démocratique. Donc si vous avez un statut de SAS, de SARL, donc qui n'est pas un statut d'économie sociale, mais que vous respectez quelques règles, on considérera, c'est ce que Benoît Hamon a tranché, ça donnait lieu à beaucoup de débats parce qu'il y a des gens qui étaient contre ça et qui disaient que ne devaient être membres de l'économie sociale que ceux qui utilisent les statuts de l'économie sociale. Le ministre a considéré qu'il fallait s'ouvrir, et en particulier parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de créer des entreprises, mais pas forcément envie de créer avec ces statuts-là. Donc ils ont envie, pour différentes raisons, de créer sous forme de SAS, SA, SARL, mais ils se sentent la fibre économie sociale et solidaire. Donc le ministre a ouvert dans la loi le périmètre de l'économie sociale et solidaire.
Je pense que ce forum est extrêmement utile. J'ai le privilège d'y avoir été dès le début, d'avoir poussé même à qui se mettre en place, puisque j'étais à l'époque à la Caisse des dépôts. Euh, tous les acteurs de la société de l'économie ont besoin à un certain moment de se retrouver pour faire le point. Moi, j'ai souvent pris en exemple les entretiens de Bichat dans le domaine de la santé, mais c'est vrai dans d'autres domaines. Les maires, les notaires de France, à un certain moment, ils se réunissent pour faire le point de leurs problèmes de notaire. Les associations et fondations ont besoin de la même chose, c'est-à-dire un endroit où on regarde comment la législation a évolué, qu'est-ce qui se passe sur le plan fiscal, quelles sont les stratégies des banques, quelles sont les innovations qui se fassent à l'étranger, etc. Et donc chaque année, il y a un rendez-vous, c'est le forum des associations et fondations. On rencontre ses collègues, on échange une carte de visite, on prend une idée et on repart avec son idée. Et donc je pense que la meilleure preuve du succès, c'est 5500 inscrits encore cette année, en pleine période de vacances de Toussaint. Donc ça marche, c'est que ça correspond à un besoin.